suite, mes parents sont remontés sur Paris, suivant l'expression classique, pour venir travailler dans la capitale. Mon père comme forgeron aux usines Renault de Billancourt et ma mère concierge. On était dans un quartier qu'on se considérait très chouette, c'était l'île Saint-Germain, ici au Moulineau, où il n'y avait pas d'énormes constructions, c'était des pavillons, c'était des grands espaces verts. On était bordé par la Seine d'un côté et de l'autre. Et puis j'avais une armée de copains, donc tout gamin, grande liberté. J'étais tout le temps en vadrouille dans le quartier. Arrivé, mon père a été incorporé comme il se doit. Il a été incorporé dans la marine à Brest. Donc je restais seul avec ma mère. C'est là que j'ai fait connaissance des petits tickets de ravitaillement que ma mère précieusement comptait et recomptait pour savoir ce qu'elle pouvait acheter avec ces tickets-là. Pour moi, c'était tout, quoi. Puis après, il y a eu la défaite, 40, affolement, le départ sur les routes, l'exode. Et nous sommes partis dans une camionnette, enfin une ambulance désaffectée. Je n'ai pas très bien compris pourquoi les Français se jetaient sur les routes comme les réfugiés actuellement. Il était dit de telles choses qu'on pensait que les Allemands, voyant n'importe quel individu français, ils le couchaient, quoi. On était, dans notre esprit, il y avait de la grande peur. Moi, j'en ai souvenir que d'une partie. Lorsque nous avons été attaqués par les Allemands, sur la route, c'est épouvantable. J'entends encore dans la tête les avions qui nous frôlaient dans un bruit effroyable, des cris, des hurlements, des gens qui étaient couchés à droite, couchés à gauche. C'était fou. Et je me souviens que nous, à la voiture, sans que je ne comprenne quelque chose, on était hors route, on était dans le fossé. Personne n'était blessé, on était 5 ou 6 dans la bagnole, pas de blessés. Et à partir de là, pour moi, grand trou. Je n'ai aucun souvenir de cette période après. Pourquoi? J'en sais rien. Le seul souvenir qui me revient, c'est dans les jours qui ont suivi, me retrouver dans un hangar agricole à dormir sur des ballots de paille. La paille, ça pique, mais alors ça sentait bon. Et quel sommeil. Et le lendemain, les choux au matin. Quel bonheur. J'ai vaguement dans l'esprit que nous étions dans une fermette avec deux, trois maisonnettes. On a été très bien reçus. Je voyais ma mère aller venir donner un coup de main. Et puis un jour, je me souviens, je me retrouve à Paris, de retour. Je me retrouve dans mon quartier. Hein. Mes parents ont changé de logement, on était dans une jolie maisonnette, super bien avec un jardin. Mon père était de retour, et tout allait bien. En 1943, les usines Renault ont été bombardées. Alors, il y a un bombardement très intense où les bombes ne sont pas toutes tombées sur les usines Renault, mais sur les voisins. Et une des bombes a soufflé la maison de mes parents, dans laquelle nous étions tous. Et donc moi, je suis resté enfui dans les ravois pendant plusieurs heures, si ce n'est pas une journée. Lorsque j'ai été dégagé, tout le monde était là autour de moi. Moi, j'ai eu la poitrine enfoncée. Effectivement, il fallait se réorganiser. Mon père a décidé de me renvoyer en Bretagne. Au début, les Allemands, pour nous, c'était des choses assez lointaines. Mais après, on les a vus apparaître de plus en plus souvent, de plus en plus méchants. Et on sentait aussi qu'il y avait d'autres cas, c'est-à-dire qu'il y avait une résistance qui se formait parce qu'on était dans une zone très boisée. Donc à cette époque-là, moi j'avais 17 ans. Quand vraiment, au moment de l'exode, si, là vraiment notre vie a été perturbée. Ce qui s'est passé la chose suivante, c'est que tout le monde est descendu vers le sud. Mon père faisait partie du chemin de fer. Pendant que nous étions à Corbeil, et les dirigeants de la SNCF de l'époque, enfin c'était pas la SNCF à l'époque, ont décidé de se retirer sur Deauville, l'administration. Donc mon père a suivi, on a résidé à Deauville pendant tout un hiver. L'administration, toujours du chemin de fer, a décidé d'évacuer tout le monde. On est monté dans un train. Il devait y avoir 2 trains pour le personnel qui devait se retirer vers le sud. Il n'y a eu qu'un train. Donc on a vécu 8 jours entre Deauville et Cerbère, c'est-à-dire le sud extrême de la France, 8 jours dans le train
un train fantôme, en somme, puisque c'était l'administration ferroviaire, mais il n'y avait pas de chef de gare qui dirigeait. Donc on s'arrêtait dans les prés, dans les champs, et les gens qui lavaient dans le linge. On a vécu 8 jours, surtout qu'avec une population double, parce qu'il n'y avait qu'un train au lieu de 2. On a vécu là jusqu'à la Libération. Nous, notre appartement n'avait pas été visité, mais il y a des gens qui ont trouvé leur appartement complètement dévasté. Hein. Il y a des voleurs, Et à Corbeil, il y a eu un bombardement à la Libération, dont on n'a pas parlé. Et il s'est produit rue de Champ-de-Perle. Et c'était ma maison natale qui a été détruite. Ben, disons que je suis né en 1936. Les souvenirs que j'ai, c'est surtout à partir de l'exode. Ben, disons que dans ma famille, on est tous partis. On est à Paris et on est tous partis. Donc mon grand-père avait une grosse voiture. Si vous voulez, on a tout mis dedans. Enfin, quand je dis on, pas moi, hein. La vaisselle, les draps, enfin et on est parti. Toute la famille était dans la voiture, enfin une partie de la famille bien sûr, et on est parti sur la route. Et au fur et à mesure de notre périple, si vous voulez, on a d'abord manqué d'essence, donc abandonné la voiture avec tout ce qu'il y avait dedans. Mon grand-père, qui est un ancien cultivateur, a récupéré un cheval, vous voyez, et on a pu monter sur le cheval pour se déplacer. Je me souviens aussi qu'on a traversé la Loire à Gien. Sur place, on ne pouvait rien faire. Donc on est reparti sur Paris et on est reparti. Et je me souviens, ça m'a marqué ça, c'est que c'est un de mes oncles qui me portait dans une brouette. Vous voyez, je suis rentré à Paris en brouette, moi. Disons que c'était à peu près normal, tant qu'on ne réfléchissait pas. J'ai souvenir, par exemple, que quand il y avait les bombardements, il fallait vite, on courait dans le métro, et que ce soit à la maison, quand on était chez la maison, ou quand on était à l'école. À l'école, c'était pareil, il fallait obligatoirement... voilà, tout le monde partait. J'ai un souvenir parce que, un souvenir assez pénible, enfin pas pour moi, c'est que, vous savez, dans des moments comme ça, c'est la folie, hein, c'est la folie. Hein. Donc, si vous connaissez pas l'endroit, mais dans le 13e où on habitait, il y a la place d'Italie. Hein, la place d'Italie, et vous avez un grand boulevard qui, à l'époque, je ne sais pas comment il s'appelait, mais maintenant il s'appelle le boulevard Vincent-Auriol, et vous avez qui descend sur la Seine. Bon. Donc, d'un seul coup, on entend des bruits comme quoi que les Américains sont... Je dis, bah, comme quoi que les Américains arrivent, ils sont pleins d'Italie. Alors tout le monde se précipite, et j'ai un de mes oncles qui se précipite vraiment. Et au moment où il arrive sur le boulevard, il y a eu une rafale de mitrailleuse. Les gens esquintés, quoi. Bravo. Alors, autrement, moi, je me souviens que les Américains, quand ils sont arrivés dans le boulevard de la Gare, il y a une gare, si vous voulez. Et ils stationnaient là pour les déchargements et les rechargeaient. Je sais pas si ils déchargeaient, mais enfin, ils étaient là. Et nous, on y allait, les enfants, pour avoir du chewing-gum, vous voyez. Donc vous avez goûté vos premiers chewing-gums à cette époque-là. Oui, exactement. À la déclaration de guerre, j'avais 15 ans. Je suis née à Corbeil-Essonnes et j'y ai passé toute ma vie. Le 3 juin 40, Corbeil a été bombardée. Nous habitions près de la voie ferrée. Maman, à ce moment-là, tenait une petite épicerie dans la rue du Docteur Vigne, donc tout près de la gare. Des clients sont descendus à la boutique pour voir maman et se demandaient
qu'est-ce qui se passait. Bon. Et une de nos voisines, donc, regardait dehors et a vu arriver des avions. Et cette cliente dit à maman, « Oh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jeter des tracts. » Alors, je descends les 2-3 marches de la boutique pour aller sur le trottoir. Je lève le nez en l'air. Évidemment, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le soleil. J'ai pensé que c'était pas des tracts. Nous nous sommes dit, il vaudrait peut-être mieux rentrer et descendre à la cave. Alors donc on descend à la cave, et puis maman était quand même évidemment plus âgée que sa fille, était fatiguée. Je suis vite remontée pour chercher une chaise, et je redescends les marches. On entendait ronronner davantage, et je suis arrivée près de maman. Les bombes ont commencé à tomber. Je me suis allongée par terre avec maman et les 2 autres résidentes de l'immeuble, et à un moment, on a vu la baladeuse commencer à s'agiter et on a eu l'impression que le plafond nous tombait sur la tête avec un grand bruit, évidemment. Oh, on s'est dit, cette fois-ci, c'est tombé pas loin. Ce n'était pas des grosses bombes comme on a vu plus tard avec les Américains. Le second bombardement de Corbeil important qui a eu lieu le 13 août 1944, là, ça a été vraiment un gros bombardement, parce que il y avait dans la gare de Corbeil un train de munitions et d'explosifs qui attendait je ne sais quoi. Mais ce jour-là, ce 13 août 1944, nous étions chez des amis à côté de l'hôpital de Corbeil. Je ne me souviens pas de l'heure, mais c'était au milieu de l'après-midi. La sirène sonne. Bon, on a continué de jouer aux cartes. Et puis, on a quand même entendu un ronronnement. Alors, je suis allée à la fenêtre avec mon père. La fenêtre était ouverte parce qu'il faisait chaud pour avoir un petit peu d'air. Je me suis penchée pour regarder et on a vu arriver par derrière les avions. J'en ai compté 3, j'en ai compté 6. Je ne me souviens pas si j'en ai compté plus, mais j'ai vu une boule de feu. C'était énorme, et puis un fracas, c'était horrible. Quand j'ai vu la boule de feu, on n'a pas pensé à rien, on s'est retrouvés sous la table. Et là, les carreaux, les vitres sont tombées partout. Dans le salon où nous étions, comme la fenêtre était ouverte, elles n'ont pas été cassées, mais partout on entendait le bruit de tout ce qui tombait du ciel. Je me souviens très bien que la dame nous dit « Oh là là, aujourd'hui, pour un bombardement, c'est un bombardement. » Effectivement, c'était pas de la rigolade, non, pas du tout. Les derniers jours, les obus nous passaient au-dessus de la tête. Ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre et ça passait au-dessus. Alors, quand on les entendait siffler, on n'était pas très rassurés. Le pont de Corbeil est tombé, il est dû tomber la veille de la libération. Le pont était miné par les Allemands. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai réalisé que le pont avait sauté.
parce que mon père y avait travaillé avant ma naissance. Ce sont les Américains qui sont arrivés les premiers dans l'Essonne. Ils sont arrivés venant de Fontainebleau, et l'armée Patton de l'autre.